Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette huitième édition, ce huitième rendez-vous de la ville productive, ce cycle sur la ville productive initié par le PUCA avec Hélène Pesquine que nous entendrons en ouverture et en introduction de cet opus, en partenariat avec la Fabrique de l'Industrie et l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts. Aujourd'hui, quelle réponse apporter au logement des travailleurs essentiels? Beaucoup de place a été prise dans le débat par cet enjeu, mais quelle réalité revêt réellement aujourd'hui la notion de travailleur essentiel? Quelle est sa définition? Où en est l'état de la recherche? Puisque je rappelle que ce cycle de la ville productive se rattache, comme tout le temps, comme toujours, à euh, à une méthode simple, qui est celle initiée par le PUCA avec ses partenaires, une recherche-action, des chercheurs qui travaillent sur un sujet et les praticiens, les institutions qui, dans le cadre de ce webinaire, font un état des lieux à la fois de l'état d'avancement de la recherche, sorte d'état de l'art, mais aussi les, les principaux enjeux en cours sur lesquels les professionnels évidemment travaillent, auxquels ils sont confrontés, mais aussi avec les réponses et dispositifs existants d'ores et déjà de la part d'organisations, d'institutions publiques, parapubliques, qui travaillent sur le sujet. Pour traiter de cet enjeu majeur, avec nous ce matin, évidemment, Hélène Pesquine, pour introduire ce webinaire dont je parlais précédemment, secrétaire permanente du PUCA, Jules Mathieu Meunier, passionnante étude que la sienne, passionnante recherche que la sienne. Je vous encourage à être le plus attentif possible, mais y compris pour les autres interventions qui, tout aussi passionnantes, ont démontré l'intérêt de ce webinaire dans la préparation de celui-ci. Le logement des travailleurs essentiels, témoin des nouvelles articulations entre travail et logement. Jules Mathieu Meunier est chercheur associé Ola Burba de l'université Gustave Eiffel qu'on ne présente plus. Et puis, tout de suite, cette table ronde avec Stéphane Mouty, qui est le délégué au logement du groupe La Poste. Je le remercie. Je sais que la période est très, 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 très chargée pour lui, car il n'y a pas simplement les colis du Père Noël. La période de janvier et de reprise, dans le contexte que l'on connaît, est aussi lourde d'activités. Il se décrit d'ailleurs comme celui dont la mission est de loger les postiers. On verra là aussi les enjeux et les défis. Alexandra, excusez-moi, petite erreur, Sébastien Gorlin avec nous, qui est l'adjoint au sous-directeur de la législation de l'habitat au ministère de la Transition écologique. L'occasion aussi, eh bien, de revenir sur l'état de la loi 3DS, ses effets depuis la loi égalité et citoyenneté, le conflit aussi avec les publics dits prioritaires dans le cadre du logement social. Sébastien Gorlin, mais aussi Olivier Barra, qui est le directeur des aides et garanties d'Action Logement Service, comment mieux penser l'articulation entre travail et logement, les dispositifs existants, les perspectives. Et puis, avec nous aussi, arrivée de dernière minute, mais avec une actualité de la première heure, Anne Frémont, directrice des affaires publiques de Caisse des dépôts, de CDC Habitat, qui reviendra aussi, et je crois que c'est important, nous en sommes tous d'accord, sur l'action mise en œuvre avec le CHU de Bordeaux pour loger les infirmiers et aides-soignants, puisque l'objectif aussi est d'avoir véritablement des mises en pratique, des choses concrètes que l'on peut partager. Vous êtes près de 300 inscrits. Sans plus attendre, je laisse la parole à Hélène Pesquine, secrétaire permanente du PUCA, pour l'introduction de ce webinaire. Et bonne année à toutes et à tous. Grand merci Razi, bonjour à toutes et tous et bonne année également. Tous mes voeux pour ce début d'année où le format webinaire semble se confirmer comme étant le plus adapté à nos échanges autour de ce programme de recherche sur la ville productive.
Aujourd'hui, on va faire un détour effectivement sur ces questions de logement. Une recherche qui avait été inscrite dans ce programme dès le départ, hein, sur la candidature de Jules Mathieu Meunier, dont les partenaires du programme s'étaient interrogés sur la nécessité ou pas de l'inscrire dans un programme qui est plutôt tourné autour de la place du travailleur, des lieux de l'emploi, des zones d'activité et voilà, de la réalité spatiale de l'activité productive dans les villes. Ce thème s'est naturellement imposé à la fois par l'acuité, on va le voir, hein, des travaux et des réflexions menées par Jules Mathieu Meunier depuis plusieurs années, mais aussi par l'actualité finalement de cette question, bien évidemment portée par la crise sanitaire, hein, les enjeux liés à la réalité du confinement ces 2 dernières années et donc aux difficultés qu'ont pu avoir ce qu'on a appelé les travailleurs clés, les travailleurs essentiels, en tout cas les travailleurs du front, ceux qui n'ont pas pu se confiner ou télétravailler durant la période la plus aiguë de la crise. Donc cette actualité est évidemment criante, vous l'avez tous en tête, mais elle s'est aussi traduite, et c'est tout l'intérêt de ce webinaire ce matin, de ce débat, dans des dispositions, en tout cas des projets de dispositions législatives, réglementaires, pour essayer d'encadrer un petit peu ce qui pourrait être une forme d'accès facilité, en tout cas pensée, par les collectivités locales comme par les autres attributaires de logements sociaux. Hein, on va le voir avec Action Logement, on va le voir avec les représentants de l'État, autour de cette notion de travailleur clé ou de travailleur essentiel. Le détour que va nous proposer Jules Mathieu Meunier par la Grande-Bretagne va nous permettre de prendre un peu de recul sur cette question, puisque c'est un pays où la question a déjà été soulevée il y a quelques décennies maintenant, avec des effets dont on pourra mesurer l'intérêt pour éclairer nos propres politiques publiques. Et puis peut-être par rapport au public de ces webinaires sur la ville productive, qui sont plutôt régulièrement des spécialistes du foncier ou du développement économique, ça nous semblait aussi très important de faire ce lien entre deux mondes qui ne se parlent pas toujours tant que ça, où les milieux culturels professionnels sont parfois un peu distants, de bien faire ce lien, cette articulation entre emploi et domicile, entre logement et activité, dans un monde urbain qui évidemment embrasse toutes ces questions. Voilà, donc sans plus attendre, et comme les intervenants ont tous été présentés, je vous propose de démarrer. Je rappelle que ces webinaires, on en est au 8e, sont organisés avec le partenariat de New Tank City et de Razi Hamadi, que je remercie à nouveau, mais également de la Fabrique de l'Industrie et de l'Institut Caisse des dépôts pour la recherche, qui sont des partenaires précieux pour diffuser les connaissances autour de ces notions nouvelles et émergentes que sont les questions autour de l'activité productive en ville. Voilà, je vous laisse démarrer. Je vous souhaite un bon débat. N'oubliez pas de poser vos questions sur le chat. En général, on arrive au fil de l'eau à y répondre autant que possible. Et puis, vous retrouverez sur les sites internet du PUCA une grande partie des supports qui vont vous être présentés ce matin. Merci Hélène. Bienvenue à tous. Merci à vous, merci à toi. On salue évidemment, déjà, on le fait régulièrement dans le cadre de ce webinaire, nos amis des EPF, très nombreux parmi les participants, les chefs de projet dans les métropoles, nos amis de Dijon, Lyon et bien d'autres. On salue aussi, il n'est pas incognito, François Adam, le directeur de la DGLN, DHUP, avec nous pour ce webinaire. C'est un honneur, un plaisir. Beaucoup de métropoles, beaucoup de communautés d'agglos, territoires ruraux aussi, le CGEDD est représenté, l'ANCT, des directions départementales aussi assez représentées plus que d'habitude. Et puis des universitaires chargés d'études et bien d'autres. Les CCI, on les salue toutes et tous et on leur salue une belle et heureuse année. Jules Mathieu, Hélène Pesquine a rappelé déjà en 2 mots le contenu de votre travail. Définition, historicité, qu'est-ce qu'on entend par travailleur essentiel, ce que les anglo-saxons, ce sur quoi vous avez travaillé, appellent les key workers. Qu'a-t-il été réalisé à Londres, avec quels effets? Et puis peut-être avant d'aller à Londres, ce qui a été aussi réalisé, ou en tout cas quelle est la situation en Île-de-France. On a hâte de vous entendre et sans plus attendre, je vous propose bien de partager le support
ou en tout cas ce support à votre propos d'une quinzaine de minutes qui reviendra évidemment sur l'état des lieux de vos études et recherches. Merci encore à vous, Gilles Mathieu Meunier, et on en profite pour saluer l'ensemble des équipes de Gustave Eiffel et en particulier du Lab Urba. Merci Razi, merci Hélène, bonjour à toutes et à tous. Alors oui, je vais vous présenter les premiers résultats d'une recherche en cours sur le logement des travailleurs essentiels. Une précision sur cette recherche avant d'entrer dans le vif du propos. C'est une recherche exploratoire qui a été conçue comme comportant deux séquences distinctes. Une première séquence qui consiste en un travail bibliographique ou une revue de littérature dont le but est de cerner les contours de la catégorie travailleurs clés, les besoins au logement auxquels cette catégorie renvoie et les politiques mises en œuvre pour tenter d'y répondre dans un certain nombre de pays où des politiques de ce type ont été élaborées, et principalement, cela a été déjà dit, au Royaume-Uni. Et la deuxième séquence consiste en une enquête qualitative qui repose sur la réalisation d'entretiens auprès d'un ensemble d'acteurs identifiés comme étant concernés à un titre ou à un autre par la question, les employeurs, l'État, les acteurs du logement, etc. L'objectif de cette séquence étant de contribuer à la construction d'une approche francilienne du problème et d'apprécier l'existence de perspectives communes pour l'action. Alors, compte tenu de la contrainte de temps, j'ai concentré ma présentation sur 3 points principaux. D'abord, quelques éléments de cadrage pour comprendre de qui et de quoi on parle quand on parle de logement des travailleurs essentiels. Ensuite, les principaux enseignements issus de l'évaluation des politiques du logement pour key workers mises en œuvre dans les années 2000 au Royaume-Uni. Et enfin, quelques perspectives d'action que la recherche a permis de mettre en évidence à ce stade. Alors, des premiers éléments de cadrage sur la définition du problème public que l'on désigne à travers la notion de logement des travailleurs clés. Schématiquement, quand on parle de logement des travailleurs clés ou essentiels, on fait référence en règle générale à des travailleurs qui réunissent 3 propriétés. Ils exercent des activités essentielles pour le fonctionnement des territoires. Ils occupent des postes caractérisés par des niveaux de rémunération moyens, voire peu élevés, et dans certains cas par une certaine précarité de l'emploi. Et ils se trouvent confrontés enfin à des difficultés d'accès financier au logement, d'où une concentration préférentielle du problème dans les territoires métropolitains, c'est-à-dire là où les prix du logement sont les plus élevés et où ils ont le plus augmenté ces 2 dernières décennies, en l'absence de corrélation avec l'évolution des salaires. C'est un euphémisme. Alors, on est fondé à parler de problèmes publics dans la mesure où la situation des travailleurs essentiels au regard du logement renferme des coûts pour les individus, mais aussi pour les entreprises et pour la collectivité dans son ensemble. Alors, je vais décliner rapidement ces coûts par échelon. À l'échelle des individus, cette situation tend en effet à engendrer des choix résidentiels contraints, au regard desquels, pour le dire très sommairement, les ménages sont conduits à devoir arbitrer entre certaines dimensions du logement, surface, statut d'occupation, et sa localisation à plus ou moins grande distance des zones centrales où sont concentrées une part importante des emplois. Cette situation a tendance également à peser sur la vie quotidienne des personnes, selon des modalités qui varient selon les cas de figure, maintien des ménages dans des conditions de logement inconfortables en zone centrale, exiguïté, surpeuplement, risque de dégradation des équilibres vie professionnelle, vie familiale en cas d'éloignement domicile-travail. La situation des travailleurs clés au regard du logement est susceptible ensuite de représenter un coût pour les entreprises. L'éloignement domicile-travail accentue les risques de retard ou d'absentéisme au travail. Les difficultés d'accès financier au logement semblent ensuite contribuer, avec d'autres facteurs, à un déficit d'attractivité de plusieurs métiers clés, à l'origine de difficultés des employeurs à recruter, mais aussi à fidéliser les travailleurs sur les postes qu'ils occupent. Cette situation recèle enfin un coût pour la collectivité. Elle participe d'un risque pesant sur la continuité des services essentiels, qui tient principalement à 2 phénomènes. Des situations de sous-effectifs ponctuels, liées par exemple à des difficultés d'accès physique au lieu de travail, en cas d'aléas climatiques ou de grève des transports en commun. Des situations de sous-effectifs structurels, où la question du logement ne semble constituer qu'un ingrédient parmi d'autres, et pas toujours le plus influent, d'un déficit d'attractivité chronique qui entraîne une diminution de la fiabilité et de la qualité de service, à l'image de ce que l'on peut observer aujourd'hui dans des secteurs clés tels que la santé et l'hôpital public.
Alors, historicité de la catégorie logement travailleur clé, l'idée ici, c'est de revenir très succinctement sur la généalogie de la notion de travailleur clé ou essentiel. Pour cela, je m'appuie pour commencer sur certains travaux engagés autour de la notion de travailleur clé à la suite du démarrage de la crise sanitaire et plus particulièrement sur les notes publiées par un groupe d'instituts d'études franciliens, l'INSEE Île-de-France, l'Observatoire régional de santé, l'Institut Paris Région et l'Atelier parisien d'urbanisme, sur ceux qu'ils ont nommés les travailleurs essentiels du quotidien. Selon ces travaux, cette catégorie regroupe 1,8 million d'actifs, ce qui représente un tiers des emplois en Île-de-France, avec des emplois qui se divisent en 3 catégories. La première catégorie, alors qui sont résumés dans le tableau joint sur la slide, la première catégorie regroupe les travailleurs dits de première ligne ou travailleurs clés. Il s'agit de travailleurs qui occupent des postes non télétravaillables, comme on dit, c'est-à-dire les métiers de l'urgence et assurant les besoins vitaux du quotidien, tels que les professions hospitalières, évidemment, les livreurs et les coursiers, les agents de propreté, les aides à domicile et auxiliaires de vie, les employés de commerce essentiels, les agents de police, etc. La seconde catégorie regroupe les travailleurs dits relais des premières lignes. Ces travailleurs exercent des activités qui viennent en support des premières lignes, comme leur nom l'indique, des activités qui ressortent des mêmes secteurs ou d'autres secteurs, et notamment celui de la logistique. La troisième catégorie regroupe les métiers des services publics du quotidien. Il s'agit de professions qui assurent des missions de service à la population indépendamment du contexte de crise sanitaire. Et on retrouve dans cette catégorie les métiers de l'éducation et également les professionnels du social de proximité. Ces notions de travailleurs clés ou essentiels ne sont cependant pas nées avec la crise sanitaire. Il s'agit en réalité de catégories qui sont mobilisées dans le champ de la politique du logement depuis plus de 2 décennies, pour s'en tenir uniquement à la période récente. Plusieurs épisodes en témoignent. Les travailleurs clés ou key workers ont d'abord constitué la cible de politiques publiques ad hoc dans plusieurs pays à partir des années 2000, et notamment au Royaume-Uni. J'y reviendrai dans un instant. Le logement des travailleurs clés a également fait l'objet d'une réflexion spécifique en France à travers la réalisation en 2013-2014 d'un programme d'études mené par l'APUR à la demande de la DRIL d'Île-de-France. Cette réflexion s'est déroulée, il convient de le noter, dans un contexte marqué par l'émergence de la notion de lien emploi-logement, notion qui tend à véhiculer une approche du logement comme frein potentiel à l'emploi, et dont Action Logement a progressivement fait un marqueur central de son action au fil des années 2010. Alors j'évoque ce contexte à dessein car c'est vraisemblablement la combinaison de tous ces ingrédients, les politiques britanniques de logement pour key workers, une tentative d'acculturation de la question dans le contexte de l'Île-de-France et la diffusion d'une approche du logement comme instrument au service de l'emploi qui explique l'élaboration dans le contexte de la crise sanitaire des attributions, de la réforme des attributions de logements sociaux inscrites dans le projet de loi 3DS. Un point maintenant sur les principaux enseignements que l'on peut puiser à partir des expériences britanniques. Alors, par expérience britannique, je désigne surtout le programme Key Worker Living, qui constitue à ce jour la politique la plus ambitieuse menée en Grande-Bretagne, et plus spécifiquement dans 3 régions anglaises, dont le Grand Londres, en l'occurrence sur la période 2004-2010. Alors, je passe assez vite sur le descriptif qui est présenté dans la slide. On peut se limiter à retenir 2 dimensions essentielles. Ce programme s'adressait spécifiquement au personnel de première ligne des services publics tels que l'éducation, la santé et la sécurité, à condition que les ressources du ménage soient inférieures à un plafond prédéfini. Ce programme reposait également sur un dispositif d'aide varié, certaines axées sur la demande, tel HomeBuy, un prêt à taux zéro pour l'accession à la propriété, d'autres axés sur l'offre, tel le programme New Built, qui regroupait des aides à la construction de logements pour key workers, avec 2 variantes, une variante logement en propriété partagée et une autre logement intermédiaire. Ce sont les résultats obtenus par les pilotes de ce programme qui nous intéressent plus directement ici, et plus particulièrement les limites auxquelles s'est heurtée la mise en œuvre. Alors, avec 3 grandes limites qui ont été mises en évidence dans le cadre des évaluations qui ont été réalisées sur ce programme Key Worker Living. La première tient à un problème d'inadéquation de l'offre par rapport aux capacités financières des ménages ainsi qu'à leurs aspirations,
à l'origine de difficultés de commercialisation de certaines opérations New Build notamment, et l'option logement en propriété partagée en particulier, qui n'a pas rencontré son public à l'époque. La deuxième limite qui a été mise en évidence est liée à un phénomène de distorsion entre la délimitation de la catégorie Key Workers à l'échelle nationale et celle qui a pu être retenue par certaines collectivités territoriales. L'exemple de Cambridge permet d'illustrer ce point. La commune avait fait le choix d'élargir sa politique du logement pour Key Workers aux personnes travaillant dans les secteurs de la recherche et du développement. Ceci dans le but essentiellement de répondre aux besoins de recrutement de l'université et de contribuer ainsi à la préservation de son environnement international. Et ce choix, au bout du compte, a été pointé comme étant en contradiction avec les finalités sociales du programme. La troisième limite du programme Key Worker Living renvoie à sa propension à engendrer un risque de discrimination ou de concurrence dans l'organisation des filières d'accès au logement abordable. Ce risque a été analysé comme résultant de plusieurs facteurs. La conception du programme d'abord, avec une ligne de séparation entre public éligible et non éligible qui traversait un certain nombre de professions ou de métiers, lorsque ces métiers, par exemple, étaient exercés indifféremment par des employés du secteur public et des salariés de droit privé, à l'image des sous-traitants des services publics. La mise en œuvre opérationnelle du programme, ensuite, avec une tendance des gestionnaires à prioriser les besoins des travailleurs qualifiés, au prétexte de leur apport présumé supérieur au fonctionnement du territoire. La faible acceptabilité du logement social auprès d'une partie des populations locales, enfin, puisque certaines communes ont eu tendance, par voie de conséquence, à privilégier des opérations de logement destinées aux key workers, ce qui s'est traduit par une réduction de la part de l'offre locative sociale dans la production de logements et revenait en définitive à mettre les key workers en concurrence avec les autres publics prioritaires pour l'accès à un logement abordable. En conclusion de cette présentation, je vais vous présenter un certain nombre d'enjeux qui semblent inhérents à toute tentative d'intervention conçue pour améliorer le logement des travailleurs essentiels. À ce stade, on peut mentionner 3 enjeux qui sont aussi des perspectives pour l'action. Première perspective, c'est celle qui concerne l'équilibre général de la politique du logement. Elle fait écho à la tension qui se manifeste entre l'idée même de politique de logement pour travailleurs essentiels et la cohérence avec les politiques existantes en matière de logement. L'exemple anglais est particulièrement éclairant sur ce point, puisque l'émergence des travailleurs essentiels comme catégorie de l'action publique, on l'a vu, renferme des risques de rupture d'égalité en matière d'accès à un logement abordable, discrimination au détriment des travailleurs identifiés en creux comme non essentiels, mise en concurrence des publics prioritaires pour l'accès au logement social. Dans ces conditions, tout indique qu'un enjeu central consiste à identifier des modes d'action aptes à réguler ces risques, de manière à éviter que l'élaboration de politiques pour le logement des travailleurs clés, si de telles politiques devaient être mises en œuvre en France demain, ne s'opèrent pas au détriment des politiques existantes. La deuxième perspective concerne l'orientation des données aux politiques conçues le cas échéant pour améliorer le logement des travailleurs essentiels. Elle fait écho au caractère transversal de cette notion, que l'on retrouve dans le lien emploi-logement, ainsi qu'à la multiplicité des besoins qu'elle renferme. Tout indique en effet que la notion de logement des travailleurs essentiels invite à imaginer de nouvelles conceptions de la politique du logement, par exemple en envisageant le logement selon une approche intégrée, qui tiennent compte de la multiplicité des formes que le besoin en logement est susceptible de revêtir dans l'espace, en interaction avec d'autres besoins, travail, petite enfance, école, mais aussi dans le temps, avec des besoins en logement susceptibles d'évoluer en fonction des âges de la vie ou à l'occasion d'aléas dans les parcours des personnes. Nouvelle conception aussi au sens où il s'agirait de privilégier une approche non normative du besoin, en écho par exemple à l'aspiration de certains travailleurs essentiels à ne pas résider à proximité immédiate de leur lieu de travail. La troisième perspective concerne la mise en œuvre des politiques susceptibles d'être engagées en faveur du logement des travailleurs essentiels. Elle renvoie plus particulièrement à l'intérêt représenté par des politiques conçues comme pouvant se décliner différemment en fonction des spécificités territoriales et associant étroitement les employeurs à leur élaboration. Le choix des territoires comme instance en charge de l'élaboration et de la mise en œuvre de ces politiques semble en effet se justifier à plusieurs titres.
On retrouve ici les arguments classiques en faveur de la décentralisation, le territoire est le niveau qui permet de saisir le besoin au plus près de son expression. En outre, les intercommunalités, chefs de file des politiques locales de l'habitat, constituent vraisemblablement l'échelon le plus à même de susciter l'émergence d'une capacité d'action collective autour d'une conception du logement des travailleurs essentiels comme bien commun territorial. Les territoires constituent probablement enfin l'instance la plus apte à réguler une tension fondamentale située dans l'idée même d'intervention en faveur du logement des travailleurs clés entre, d'un côté, une politique nationale du logement dont les principaux instruments fonctionnent en référence aux besoins de la personne et selon une logique de droit, et de l'autre, les besoins collectifs résultant localement des interactions entre les mutations de l'économie dans les champs du travail et de l'emploi et les dynamiques de transformation de l'espace urbain. Je vous remercie. Merci à vous, Jules, Mathieu, pour cette présentation qui permet tout à la fois de cadrer le débat, de bien voir de quoi on parle, puisque beaucoup de définitions peuvent être vêtues par la notion de travailleur essentiel, ce coup d'œil à ce que sont les limites. Et puis, c'est une introduction toute trouvée, que cette introduction au webinaire à l'intervention justement de Sébastien Gorlin, que je remercie, qui est adjoint au sous-directeur de la législation de l'habitat au ministère et de la transition écologique. Sébastien Gorlin, lorsque vous entendez cela, dans un contexte que vous avez rappelé d'ailleurs vous-même dans la préparation de ce webinaire, avec l'arrivée de la loi 3DS, mais y compris les tentatives du législateur précédemment, que ce soit dans la loi égalité et citoyenneté, dans la loi Élan, d'essayer de poser un petit peu cette priorité finalement dans la liste d'attente. Et donc, peut-être de votre point de vue, comment le législateur aujourd'hui et comment les pouvoirs publics travaillent sur le sujet, comment vous voyez les différentes expérimentations qui sont ici ou là annoncées au niveau local, parce qu'on voit beaucoup d'annonces. Je ne parle pas d'effet d'annonce, je parle de beaucoup d'annonces avec des tentatives sur à la fois des institutions de type collectivité territoriale, région, communauté d'agglo, communauté urbaine. Et puis évidemment, c'est vers vous qu'on se tournera, et je sais que cela est prévu dans votre intervention, cette dualité, cette concurrence dans la file d'attente notamment avec justement ce que l'on appelle les publics prioritaires, qui eux sont évidemment bien plus normalisés dans le cadre légal et réglementaire, et donc beaucoup plus robustes dans leur légitimité à la demande que le dispositif que l'on évoque aujourd'hui pour les travailleurs essentiels. La parole est à vous, Sébastien. Merci encore. Bonjour à toutes et à tous. Oui, enfin, la concurrence entre les publics, c'est bien évidemment pas ce que le législateur a souhaité faire, puisque les travailleurs essentiels dans le projet de loi 3DS ne sont pas une catégorie de public prioritaire à part entière. Ce qu'a souhaité le législateur, c'est déjà essayer d'encadrer la notion de travailleur essentiel. Alors, Jules Mathieu a effectivement esquissé un certain nombre de caractéristiques. En tout cas, en droit, dans le projet de loi, il y a deux aspects dans ce qui pourrait caractériser des travailleurs essentiels. C'est la notion de télétravail, puisque les travailleurs essentiels, dans le projet de loi, le travailleur essentiel ne peut pas exercer de ses missions en télétravail, donc est obligé de se rendre sur son lieu de travail. Et puis, il occupe une profession considérée comme essentielle à la vie de la nation. Alors ça, c'est une notion qui est quand même extrêmement vaste, parce que, évidemment, les travailleurs essentiels, leurs caractéristiques évoluent en fonction des crises. Jules Mathieu on a un petit peu parlé. Il y a la crise sanitaire qui peut bien évidemment caractériser des travailleurs essentiels, mais lors de la survenance d'une autre crise, bien évidemment, on aurait une définition peut-être un peu différente. Donc, la difficulté était là, et donc, je pense que les débats au Parlement ont permis un petit peu d'atterrir sur une solution, je dirais, opérationnelle et concrète qui puisse permettre d'atterrir sur le sujet, c'est de renvoyer, comme il était dit, au territoire, même si la notion est assez vaste, en tout cas aux intercommunalités, le soin, effectivement, dans des instances dédiées, comme les CIL, les conférences intercommunales du logement, qui sont des espaces un peu stratégiques
pour essayer de définir collectivement au sein d'un territoire ce qu'est un travailleur essentiel, puisque à chaque territoire correspond ses travailleurs essentiels. Hein. Un territoire qui a en son sein une usine Céveso n'aura pas les mêmes travailleurs essentiels qu'un territoire qui a un CHU, un hôpital. Donc, ce sont évidemment aux acteurs locaux, aux intercommunalités, en lien avec les bailleurs sociaux et les réservataires, d'essayer effectivement de caractériser un petit peu les travailleurs qui leur semblent essentiels. Ainsi qu'au sein des CIA, où c'est une déclinaison un petit peu opérationnelle de la CIL, hein, avec des objectifs un petit peu quantifiés, d'attribution de logements pour ces travailleurs essentiels. Alors bien évidemment, comme vous le dites, il y a évidemment la question des publics prioritaires. Alors, il n'y a pas de concurrence entre les deux publics dans la mesure où les systèmes de cotation de logement, puisqu'il y a la réforme des attributions qui est en train de se déployer, invite les intercommunalités à mettre en place un système de cotation, c'est-à-dire de caractériser un petit peu et de mettre des notes, en fait, d'une certaine manière aux demandeurs de logements sociaux pour permettre effectivement aux instances de prendre des décisions en toute transparence. Donc, il est bien évident que les publics prioritaires, alors les DALO qui sont labellisés, mais aussi les autres publics prioritaires qui sont prévus dans la loi, il y en a un peu plus de 14, bien évidemment ressortiront en premier. Et ensuite, il appartiendra évidemment aux instances, aux intercommunalités, aux acteurs locaux, eh bien, de mener des politiques volontaristes, s'ils le souhaitent, en faveur des travailleurs essentiels. Par exemple, la communauté urbaine de Dunkerque a mis en place un système de cotation, et dans un de ses axes stratégiques, il y a la notion effectivement alors c'est pas dit comme ça, mais en tout cas d'éloignement entre l'emploi et le logement. Donc il y a déjà des intercommunalités qui s'emparent de ce sujet et qui, dans le cadre législatif et réglementaire qui est prévu, bien mettent en place des politiques un petit peu volontaristes pour permettre aux travailleurs essentiels effectivement d'être favorisés d'une certaine manière dans l'attribution de logements sociaux. Voilà ce que je pouvais vous dire pour le moment. Je sais qu'on doit être un peu court, donc j'ai essayé d'être assez synthétique. Merci à vous, Sébastien. On reviendra vers vous, notamment dans un second temps sur évidemment aujourd'hui les limites rencontrées sur les territoires, ou peut-être les dispositifs qui fonctionnent. On aura l'occasion aussi de voir ça avec Anne Frémont. Mais avant cela, je me tourne évidemment vers Olivier Barra. Olivier Barra, vous êtes le directeur des aides et garanties Action Logement Service. Action Logement Service, on le rappelle, c'est le logement des salariés, c'est cette contribution que l'on a appelée le 1% logement, c'est le déploiement en tant que coopérateur pour répondre aux besoins des salariés, y compris des employeurs. Finalement, on parlait beaucoup de notre ami aussi précédemment, comme l'a fait dans la préparation de ce webinaire très justement Jules Mathieu Meunier, le travail il y a quelques années mené par le patronat, les syndicats. On se rappelle des travaux de Jean-Luc Béraud, notamment pour essayer de plus associer emploi et logement. Quels sont aujourd'hui les dispositifs, quelles sont les perspectives existantes que s'offre Action Logement Service, Olivier Barra? Quels sont les dispositifs existants? On en a cité quelques-uns dans la préparation de ce webinaire, si on peut y revenir. Et puis, finalement, comment aussi, dans ce contexte qui est le nôtre, Action Logement Service définit à la fois ses priorités et sa contribution à cette politique publique qui devient essentielle, comme on le voit par la place prise par l'enjeu dans le cadre des débats notamment parlementaires. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de cette invitation et c'est vrai que depuis 65 ans, Action Logement, acteur référence du logement, intervient pour accompagner les employeurs et les salariés dans leur parcours résidentiel. Depuis
une vingtaine d'années, comme le rappelait Jules Mathieu Meunier, nous avons mis en avant, et les partenaires sociaux ont mis en avant ce lien emploi-logement. Il est nécessaire de rappeler que sans logement, il est difficile de trouver un emploi, et sans emploi, il est difficile de trouver un logement. Donc ici, on s'intéresse plutôt aux salariés qui ont déjà un emploi, mais qui vont avoir une difficulté de logement et qui peut avoir un impact sur l'emploi, comme l'a rappelé le chercheur tout à l'heure. Nous sommes en dialogue permanent, aussi bien avec les EPCI, avec les intercommunalités, les territoires, mais aussi avec les services de l'État. Et c'est vrai que ce sujet de travailleurs clés, on travaille depuis plus d'1 an avec François Adam et ses services. C'est un sujet qui, aujourd'hui, se traduit d'abord par des aides financières et je pense, comme on le retrouve tous autour de la table, et Stéphane Mouty l'évoquera tout à l'heure, va se retrouver plus dans nos attributions locatives et dans la construction, voire la contribution à loger dans le parc d'Action Logement. Alors aujourd'hui, les aides financières que nous avons sont pour des salariés entrant dans l'emploi ou étant dans l'emploi et leur permettent souvent de réduire leur temps de trajet. On a lancé cette année une aide qui s'appelle Mon Job, Mon Logement et qui permet pour des salariés modestes de bénéficier d'une subvention s'ils se rapprochent de leur lieu de travail. Avec des temps de trajet ou s'ils utilisent transport en commun. Donc, on a cette réflexion-là. On a eu aussi, il y a plusieurs années, une réflexion pour garantir les loyers. C'est la garantie Visale. Je dirais que sur ces deux aides-là, le travailleur clé, le travailleur essentiel est un salarié d'abord. Et ensuite, il revient à l'entreprise, il revient à son employeur d'agir en prescrivant ces aides, les aides d'Action Logement. Et depuis de nombreuses années, le Code du travail permet aux grandes entreprises d'abord de prioriser l'accès aux aides d'Action Logement vers tel ou tel salarié. Donc, nous travaillons de concert avec les entreprises pour qu'elles soient sensibles, et elles le sont souvent, à ces publics, et que ces publics connaissent nos aides et acceptent plus facilement. Il n'y a pas de discrimination dans l'accès aux aides, il y a simplement plus de communication vers tel ou tel public pour leur permettre de bénéficier de ces aides. La perspective qu'on pourrait avoir, parce que c'est le deuxième temps de votre question, c'est de travailler avec les territoires sur ces priorisations. Et je pense que c'est le sens de la loi 3DS. Aujourd'hui, nous avons nos outils pour tenir compte de ces priorisations. Les entreprises ont des outils, nous avons des outils, et nous travaillons depuis 1 an avec la région Île-de-France, par exemple, et notre filiale de logement intermédiaire INLI, pour prioriser certains publics dans les attributions locatives. Voilà ce que nous pouvons dire à ce stade. Merci à vous, Olivier Barra. Le législateur, la réglementation, la recherche, et évidemment les opérateurs sociaux, institutionnels, contributeurs, paritaires, Action Logement. Maintenant, concrètement, c'est avec beaucoup d'envie et beaucoup d'impatience que on se tourne vers Stéphane Mouty dans un premier temps, puis Anne Frémont. Stéphane Mouty, aujourd'hui, vous êtes chargé, vous êtes délégué au logement du groupe La Poste. Vous avez évoqué des problématiques essentielles, d'autant que vous êtes confronté un petit peu au sable mouvant des différentes attitudes qui s'expriment actuellement. Vous le disiez très bien dans la préparation de ce webinaire, la nécessité de trouver des logements, le prix des logements qui est excluant, la pression aussi provoquée par le sable mouvant des motivations, comme je disais, l'envie d'être propriétaire, la maison individuelle. De quoi ont besoin les travailleurs essentiels? Comment aujourd'hui l'employeur, La Poste, se saisit de cet enjeu? Et j'en profite aussi pour
remercier Sébastien Gorlin, très actif dans les réponses directes, qui le concernent par ailleurs aussi directement, puisque beaucoup de questions lui sont adressées, ou du moins le concernent, puisqu'on est plus de 150 maintenant en ligne. Beaucoup parlent des comités territoriaux emploi-formation. On revient là-dessus aussi sur les différents outils d'articulation des politiques publiques. Mais tout de suite, la parole est à vous, Stéphane Mouty. Comment, vous, au quotidien, les choses se passent-elles? Comment, pour vous, se passent-elles? Bien, merci Razi. Bonjour à toutes et à tous. Ça me fait plaisir de participer à ce webinaire. Donc, pour la Poste, l'enjeu du logement est extrêmement important pour nos collaborateurs. Tout d'abord, c'est un enjeu de pouvoir d'achat. Et donc, lorsque nous avons en face de nous des postiers et postières qui ont des revenus modestes et qui n'arrivent pas à se loger dans le parc privé, l'idée de mobiliser toutes les énergies pour identifier des solutions de logement nous semble indispensable pour la continuité des activités, notamment au sein des grandes métropoles. Donc aujourd'hui, l'une des problématiques liées au logement en région parisienne, c'est effectivement le logement à Paris et proche couronne pour des facteurs et factrices qui touchent un peu plus que le SMIC. Et donc, on a aussi une pénurie de logements sociaux. Et comment on arrive à répondre à ces problématiques? Alors, on a plusieurs facteurs. Tout d'abord, nous sommes le premier contributeur à Action Logement et je remercie Olivier puisque nous travaillons quasiment au quotidien avec Action Logement pour trouver des solutions et nous partageons ces solutions avec d'autres partenaires. Je pense aux nombreux échanges que nous avons avec la RATP, avec la SNCF, avec Air France, qui nous permettent de mobiliser les énergies pour les travailleurs essentiels. Nous avons aussi un fonds dédié au logement qui est alloué par la Poste et qui est négocié dans le cadre d'un accord unanime avec les partenaires sociaux. Donc un fonds de 20 millions d'euros sur 3 ans pour identifier des solutions. Et donc là aussi, je tenais à saluer l'excellent travail que nous menons avec les partenaires sociaux parce que c'est le seul accord unanime signé entre la direction générale de la Poste et l'ensemble des syndicats. Et ça fait quasiment 15 ans que nous avons ces accords autour du logement. Donc, au final, ce que nous faisons, c'est que nous identifions d'abord les besoins des postiers et ils évoluent en fonction de leur vie et en fonction de leur mobilité. C'est-à-dire qu'un postier qui aujourd'hui arrive assez jeune à Paris, on peut lui trouver un T1, un T2, plus un T1 malheureusement, mais dès lors que la famille s'agrandit, nous nous rendons compte que la recherche de la pièce supplémentaire peut l'amener à s'exiler un peu plus loin. A contrario, nous devons aussi prendre en compte les phénomènes sociétaux de séparation. Et ce qui est important, là aussi, pour nous, c'est d'autant plus. Lorsqu'il y a des séparations, nous avons des personnes qui peuvent se trouver en grande précarité. Je lisais une étude sur l'INSEE où 20% des femmes qui divorçaient pouvaient se trouver en grande difficulté financière, quand pour les hommes, on est sur un rapport à 8%. Et donc ça, nous devons en tenir compte et nous travaillons énormément aussi avec les assistants sociaux pour éviter que des postiers et postières se retrouvent à habiter dans la voiture. Ça arrive régulièrement et donc nous avons un service de 20 personnes qui œuvrent au quotidien pour trouver des solutions. Donc, quand on est sur ces problématiques-là avec des équipes, un engagement fort, des partenaires forts, nous travaillons avec un grand nombre de bailleurs sociaux. Nous avons acheté des réservations pendant très longtemps, des réservations sur des durées longues. Donc aujourd'hui, la loi Elan modifie cette gestion des réservations avec une notion de flux plus qu'un stock de réservations. Donc à nous de nous y adapter. La loi est en train de vivre son cours et nous avons jusqu'en 2023 pour mettre en place tous ces dispositifs de flux. Et donc, l'idée, c'est de travailler avec l'ensemble des partenaires publics, nos bailleurs, nos partenaires comme Action Logement, pour identifier un maximum de solutions et de faire en sorte que finalement, nous arrivions à maintenir des postiers pour travailler au sein de la cité.
Le constat que nous avons fait aussi sur ces 2 dernières années, c'est que 10% des postiers et postières qui travaillaient et habitaient sur Paris ont quitté la ville de Paris. Et donc, ça nous pose aussi, je dirais, un certain questionnement par rapport à la suite, je dirais, de l'activité. Ils quittent Paris, peut-être qu'ils vont aussi chercher une mobilité pour aller travailler ailleurs. Parce que le confort de vie, aujourd'hui, est un élément important. Et malheureusement, nous devons assurer la distribution du courrier et des colis sur n'importe quelle zone de France. Et notamment, aujourd'hui, nous avons de grandes difficultés pour recruter. Donc, le logement est pour nous essentiel. Et nous nous y employons avec je dirais, beaucoup de vigueur, nos partenaires. Et encore merci Action Logement, CDC Habitat, avec lequel nous travaillons aussi énormément, et nos partenaires sociaux. Merci beaucoup Stéphane. On reviendra dans un second tour, notamment sur la prise en compte aussi des mesures peut-être urgentes et des situations extrêmes qui pourraient être attendues par les uns ou les autres. On a là un dispositif aussi existant, assez concret, sur lequel on va revenir. Et je suis très heureux de vous avoir avec nous, Anne Frémont, qui est la directrice des affaires publiques de CDC Habitat. Il y a une action qui est mise en œuvre avec le CHU de Bordeaux, dont le directeur est très actif, notamment sur les réseaux sociaux. Je pense que ça aide, avec beaucoup d'expérimentation, beaucoup d'initiatives, notamment dans l'objectif de loger les infirmiers et les aides-soignants. Anne Frémont, est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Est-ce que vous pouvez présenter cette mesure? Comment là-dessus CDC évidemment se positionne, et dans quelle mesure on pourrait le dupliquer ailleurs et sur d'autres métiers peut-être. Anne, la parole est à vous, et merci encore d'être des nôtres ce matin. Merci à vous pour votre invitation. En quelques mots, donc, nous sommes une filiale de la Caisse des dépôts au sein de la Banque des territoires, et donc nous sommes un opérateur global de l'habitat d'intérêt public. Aussi, le partenariat dont je vais vous parler, il a beaucoup de sens pour nous, car pour les personnes logées, bénéficier de ces logements a permis vraiment de remédier aux difficultés auxquelles elles étaient confrontées et de faciliter leur quotidien en les rapprochant de leur lieu de travail, puisque c'était ça qui comptait. Alors, quelques éléments de contexte. En novembre 2018, le directeur général du CHU de Bordeaux, dont vous venez de parler, et notre directeur CDC Habitat Sud-Ouest ont signé une convention pour rendre accessible une offre locative pour les personnels du CHU, qui sont répartis en 3 pôles sur les groupes hospitaliers. C'est pour nous la déclinaison locale d'une convention que nous avons faite avec la Fédération hospitalière de France. En fait, l'objectif, c'était de faire du circuit court, si je peux dire les choses comme ça, pour répondre plus efficacement à cette demande particulière des travailleurs essentiels. Et côté CHU, il y avait une volonté de travailler sur la qualité, l'attractivité à l'embauche, parce que vous savez que ces travailleurs essentiels, souvent, sont des professions plus exposées et plus complexes. Alors, je ne vous fais pas dessin, l'attractivité de Bordeaux et sa métropole ne cesse de s'affirmer. Et ce dynamisme s'est traduit notamment par un accroissement de la population. Quand on dit logement, avec une hausse des prix à la fois à l'achat et en location. Pour notre part, dans la métropole bordelaise, nous possédons un patrimoine d'environ 7000 logements. Et quand je parle de logements, je parle de logements sociaux, je parle de logements intermédiaires et je parle de logements abordables. Alors l'an dernier, alors que le rôle des travailleurs clés avait été mis en avant par la crise sanitaire, nous avons souhaité avoir un retour sur les locataires qui avaient bénéficié de ce dispositif, et donc nous avons mené une enquête. Alors cette enquête a permis de constater que 29% des personnes logées étaient des aides-soignants, 26% des infirmières, 17% des agents administratifs, des secrétaires médicales, des assistants médico-sociaux, 4% des agents techniques hospitaliers, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers, des manipulateurs radio,
avec une part importante de familles monoparentales. On a 33% dans le logement intermédiaire et 64% dans le parc social qui sont des familles monoparentales. Vous venez d'en parler, c'est effectivement important de le souligner. Toutes les tranches d'âge d'actifs sont représentées, mais la tranche des 30-50 ans représente à peu près 56% des locataires accueillis. Enfin, 49% des locataires, c'est-à-dire quasiment un locataire sur deux, a bénéficié d'un rapprochement domicile-travail représentant une réduction de trajet de 56% en moyenne, parce que comme vous l'avez dit, effectivement, la question du logement et de l'emploi est intimement liée, mais moi, je rajouterais un troisième facteur qui est celui de la mobilité. Et donc, c'est avec ce triptyque que je trouve qu'on peut apporter une solution pertinente. Alors, de façon plus générale, sur l'offre de logement, en complément des efforts réalisés pour développer le parc social, ce que nous faisons tous, nous avons contribué de façon significative au développement du logement intermédiaire, notamment lorsque l'écart entre les loyers du parc social et ceux du parc privé sont assez significatifs, que la marche est assez haute. Et c'est évidemment le cas à Bordeaux et dans toutes les zones dites tendues. Nous avons donc signé en ce sens, mais avec beaucoup de ceux qui sont présents autour de la table, dont notamment Action Logement, un engagement en ce sens pour développer davantage de logements intermédiaires. Pour mémoire, les loyers du logement intermédiaire sont également encadrés par la loi. Ils sont généralement inférieurs de 10 à 15% en dessous des prix du marché. Et en ce sens, ils sont également une réponse au logement des travailleurs clés, pour le personnel de la fonction publique, par exemple, comme les cadres hospitaliers, les enseignants, comme pour celui du secteur privé, notamment la grande distribution, les entreprises de transport, d'énergie ou d'entretien. Ainsi, chez nous, 57% des locataires du parc de logement intermédiaire de CDC Habitat sont des employés, des ouvriers, des professions intermédiaires, des actifs en mobilité géographique ou professionnels et même en recherche d'emploi. Et là, de façon plus concrète, pour ne pas être trop longue, à titre d'exemple, pour revenir à Bordeaux et avec le partenariat avec le CHU, le revenu moyen des ménages logés dans le parc intermédiaire et abordable s'établit à 2 722 € par mois, avec un taux d'effort de 27%. Le revenu moyen des ménages logés dans le parc social est à 1 843 €, avec un taux d'effort de 24%. Enfin, pour les modalités d'attribution, bien pour ce qui est du parc intermédiaire, c'est à la fois le site internet et c'est du direct, les annonces sur le Bon Coin et autres. Et puis pour ce qui est du parc social, c'est le service social du CHU qui a été la porte d'entrée et qui a fait le lien avec les commissions d'attribution. Voilà, pour terminer, nous avons donc mis en place ce partenariat qui a montré son efficacité. À la fois une efficacité sociale pour les classes moyennes et les travailleurs essentiels, une efficacité financière pour un bon usage des deniers publics, et puis une efficacité en termes de contribution aux politiques publiques du logement, avec la mixité des typologies. Et bien évidemment, nous sommes désireux de multiplier ce type de partenariat et de répondre à vos sollicitations. Anne, là, vous touchez, et je reviendrai en direction de Stéphane, évidemment, de l'ensemble des autres intervenants avec nous ce matin. Un point essentiel qui revient beaucoup dans les questions, qui revient beaucoup dans les interventions, notamment dans le chat. Vous avez dit que le guichet d'accueil de la demande sociale se faisait directement au niveau du service social du CHU. Cela veut-il dire que le pouvoir d'attribution était octroyé sur l'ensemble des disponibilités au CHU? Ça veut dire qu'effectivement, on faisait du circuit court entre le service social du CHU qui transmettait directement aux commissions d'attribution. D'accord. Avec les critères identifiés. D'accord. On a une idée de la proportion, par exemple, par exemple, pas forcément d'avoir le chiffre précis, mais par exemple sur 10 demandes, par exemple, d'infirmiers ou d'aides-soignants, d'aides-soignantes en direction du service social, finalement, combien ont été retenus à la fin ou pas? On a une idée de ça ou pas encore? Alors, je n'ai pas ce chiffre exact. Je sais que le service social du CHU, il était à la fois celui qui informait les demandeurs et celui qui transmettait.
Et là, je sais que c'était le point d'entrée, le service social du CHU, c'était 38% des personnes qui avaient été informées de cette façon-là par le service social. D'accord, merci Anne. Stéphane Mouty, vous avez ce type de dispositif qui existe aussi quelquefois avec certains territoires, un dialogue qui s'engage avec la collectivité locale, nous avons une difficulté à loger nos postiers. Est-ce que, voilà, nous, on a un service social, est-ce qu'on peut flécher en direction de la commission d'attribution tel et tel profil? Est-ce que ça marche? Quand ça marche, pourquoi? Quand ça marche pas, pourquoi ça marche pas? Et est-ce que finalement, c'est pas un type de dispositif qui appellerait finalement un peu plus d'encadrement? Et je reviendrai tout à l'heure, tout de suite après, en direction de Sébastien, évidemment, sur ce point précis qui occupe beaucoup des questions et des interpellations, autant d'entreprises privées que de bailleurs que de décideurs publics dans les questions au webinaire. Donc pour l'instant, nous nous adressons peu aux collectivités locales. Nous nous adressons essentiellement aux bailleurs sociaux, directement si nous avons des réservations ou indirectement si nous travaillons avec Action Logement. Et donc dans ce système de partenariat, nos salariés s'adressent auprès de notre service logement. Et cette notion d'accompagnement, elle est importante parce que nous nous rendons compte qu'un grand nombre de nos collaborateurs ont du mal avec le SNE, avec Aline, et donc nous les accompagnons dans cette démarche pour optimiser leur demande de logement social. Ensuite, effectivement, nous nous adressons à nos partenaires par le biais de nos réservations, et là, nous sommes quelque part mis en concurrence au niveau de toutes les candidatures, au niveau des caléoles. Et là, le caléole est souverain pour définir quel sera le futur, je dirais, locataire du logement sur lequel nous avons positionné un postier. Donc, à nous, effectivement, d'accompagner la demande du postier, je dirais, d'avoir une file d'attente, d'assurer cette file d'attente et de gérer les priorités aussi en fonction de la précarité sociale de nos collaborateurs. Aujourd'hui, nous sommes plutôt fiers parce que nous arrivons à loger un tiers de nos demandeurs, sachant que certains demandeurs ont énormément multiplient les demandes pour essayer d'avoir le meilleur logement, même s'ils viennent juste par contre par exemple d'être logés, ils vont tout de suite refaire une demande pour essayer d'avoir un logement un peu plus proche, un peu plus grand. Donc on est toujours dans cette recherche de l'optimisation. Donc voilà, à nous de les accompagner et de travailler avec nos partenaires. Bien sûr, l'idée, ce serait de travailler avec les collectivités locales demain, et notamment pour nos centres industriels, et ce que nous appelons les plateformes industrielles de courrier et de colis, pour faire en sorte qu'il y ait le moins de mobilité dans la cité. C'est-à-dire que si nous avons des travailleurs qui sont à plus d'une demi-heure du site, effectivement, ça peut amener à un moment donné un peu plus de trafic routier ou d'utilisation de transport en commun pour se rendre sur site. Là encore, l'idée, c'est vraiment de trouver des logements à proximité des centres de production et de faire en sorte que ces travailleurs ensuite arrivent à acheminer l'ensemble des courriers et des colis sur la zone qui peut être plus étendue, voire qu'elle soit un peu plus délocalisée avec des centres de distribution de logistique urbaine beaucoup plus resserrés. Donc à nous d'établir ce maillage et de travailler avec les collectivités locales, bien sûr. Merci à vous Stéphane pour ces éléments. Je me tourne tout de suite en direction de Sébastien Gorlin qui est beaucoup évidemment interpellé. Je le remercie aussi pour ses réponses précises et rigoureusement détaillées dans les réactions.
On voit qu'on est dans un entre-deux, Sébastien Gorlin. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a les grands dispositifs nationaux, il y a des contenus qui sont présents aujourd'hui dans la loi. On voit la difficulté à les décliner localement. On voit aussi, et c'est rappelé dans les commentaires de ceux qui sont avec nous ce matin, des exemples concrets où on nous explique, regardez, en territoire rural, ça marche très bien, notamment parce qu'on peut aller voir directement le maire, on veut un bureau de poste, on voit qu'il y a un problème de logement, et on gère ça dans une ingénierie fine du circuit court, comme le disait Anne Frémont, et on va réserver 2 logements, et on va pouvoir faire ça assez rapidement. Là où on voit, où sur d'autres territoires, où évidemment les demandes sont bien plus importantes, la dimension et l'ingénierie est beaucoup plus lourde, ce qui amène certains d'ailleurs à nous dire, est-ce qu'il n'y a pas la nécessité, mais c'est peut-être quelque chose qui va inspirer Hélène Pesquine et les brillantes équipes du PUCA, y compris de la fabrique de l'industrie. Ne serait-il pas temps d'avoir un guide pratique qui recense un petit peu les différentes méthodologies, les différentes expériences réussies ou pas en France sur la question justement des partenariats pour les salariés essentiels, mais peut-être plus directement, Sébastien Gorlin, on nous parle des comités territoriaux emploi-formation qui sont animés par l'État dans les territoires, préfecture, Pôle emploi, des ETS, les régions, collectivités, qui travaillent sur les métiers en tension à l'échelle des bassins d'emploi. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Je pense que c'est assez méconnu. Je pense que dans certains territoires, c'est peut-être pas mis en place. Dans d'autres, oui. Comment ça fonctionne? Quels sont les déclinés? Est-ce qu'il y a une reconnaissance opposable de ce type de comité? Qu'en est-il? Alors juste les comités emploi-formation, c'est pas, c'est pas l'emploi et la formation, c'est pas le ministère de la transition écologique, du logement, donc c'est pas qu'on n'a pas une emprise directe sur ces comités-là. Après, bien évidemment, je pense que les travaux qui sont entrepris dans le cadre de ces comités peuvent être ensuite repris dans les instances stratégiques au niveau intercommunal. Les intercommunautés sont les chefs de la file de la politique du logement. Donc, ce type de conclusions sur les emplois en tension, etc., peuvent évidemment éclairer en fait les conclusions qui sont prises lors de ces conférences et privilégier, gérer un certain type de travailleurs. Mais pour revenir aussi à la transparence dans les attributions de logement et la notion d'emploi, faut quand même rappeler que effectivement, comme il a été dit, ce sont les commissions d'attribution de logement qui sont souveraines et qui donc de manière c'est les bailleurs et les partenaires locaux qui effectivement en transparence évidemment attribuent les logements. Donc parfois effectivement il est possible de favoriser tel ou type certains types d'emplois, mais il faut quand même rappeler que l'attribution de logement, on aide des personnes et pas des emplois. Donc on attribue un logement social à une personne et pas à un emploi. Donc ça, je pense c'est quand même important de le rappeler, et c'est vrai que ça, évidemment, ça pose effectivement une difficulté méthodologique quand on veut effectivement favoriser tel emploi par rapport à un autre. Il faut quand même le rappeler, c'est important. Un logement social est attribué à une personne et pas à un emploi. Donc, ce qui pose effectivement ensuite des difficultés vis-à-vis de certains des réservataires, que ce soit la Poste ou le CHU. Si un infirmier ou un postier est attributaire d'un logement social et que 10 ans après, il change de métier, il sera toujours titulaire de son logement social. Donc, c'est important de le dire, et ça montre aussi les limites de ce type de dispositif. Voilà. Sauf si, en restant à la Poste, 10 ans après, belle entreprise où l'ascension sociale et la progression est toujours possible, plus que jamais, il explose les plafonds et donc est amené à quitter son logement social. Exactement. Après, à vendre sur loyer. Olivier Barra,
Je reviens vers vous, puisqu'on a beaucoup d'interpellations sur le fond, notamment interpellations sur le fond sur lesquelles on n'est pas encore revenu maintenant, mais qu'on avait eu entre nous dans la préparation de ce webinaire sur le thème. Mais attendez, c'est quand même la responsabilité de l'employeur. Est-ce que on a connu des grandes épopées industrielles et entrepreneuriales avec des chefs d'entreprise qui construisaient du logement pour leurs salariés? Est-ce que finalement, quelque part, cette notion de logement et cette déresponsabilité, finalement, ne serait-elle pas réelle, inscrite finalement dans cette décharge au profit, au détriment des partenaires sociaux, des organismes paritaires que vous représentez notamment, et de l'État. Mais de l'autre côté, on peut aussi avoir une remise en cause de l'équilibre, et en tout cas de cet équilibre démocratique et social avec cette quote-part payée par les employeurs et les salariés. Parce que dans un webinaire récent que nous avons eu la chance d'animer avec le PUCA, la Fabrique de l'Industrie, Caisse des dépôts et consignation, on a eu dans le domaine du luxe des entreprises qui se posaient la question et qui étaient en cours de lancement de projets immobiliers pour loger leurs salariés. En effet, aujourd'hui, Action Logement aborde cet enjeu. Je suis provocateur volontairement. Bien sûr, mais en fait, le centre de gravité de la décision, il s'est déplacé. Il y a une époque, il était vraiment entre les mains de cette initiative patronale, mais comme l'explique bien Sébastien Gorlin, aujourd'hui, la collectivité territoriale ou l'État ont ce centre de gravité sur la décision de qui loge où, finalement, puisque la collectivité territoriale va s'occuper, via ses servitudes de construction de mixité sociale, son PLH, de décider de la construction. La Caleol va décider de qui va être dans le logement social en tant que personne. Donc, il y a des propositions de la part de l'employeur, il y a des propositions et des financements de la part d'Action Logement, représentant des partenaires sociaux et des employeurs. Mais finalement, la décision en revient à d'autres. Donc, ce centre de gravité, ce centre de décision, il s'est déplacé. Néanmoins, aujourd'hui, que ce soit par nos comités régionaux d'Action Logement ou comités territoriaux d'Action Logement, nous sommes en dialogue avec les collectivités qui le souhaitent, ce sujet. Nous sommes en discussion et en échange avec les entreprises qui le souhaitent, c'est-à-dire que vous avez deux catégories d'employeurs. Vous avez les employeurs qui s'intéressent au sujet du logement de leurs salariés pour une performance, pour une attractivité, pour du bien-être. Et puis, vous avez des employeurs qui ne souhaitent pas rentrer dans la sphère privée de leurs salariés, qui considèrent que le logement est un élément de la sphère privée, qu'ils n'ont pas à mettre si on me permet l'expression, dedans. Ils n'ont pas à mettre le nez dans ces affaires-là. Donc, nous travaillons avec ceux qui en ont envie. Nous travaillons avec ceux qui ont pris conscience de ce qu'on évoque là autour de la table ce matin. Et à l'image de la région Île-de-France, mais comme à l'image du CHU de Bordeaux pour la Caisse des dépôts, mais sur ces sujets, c'est-à-dire que les bonnes volontés discutent du sujet. On ne peut pas les contraindre. Donc, nous travaillons, c'est vrai, avec des employeurs qui peuvent avoir des initiatives vers des alternants. Ce n'est pas des emplois essentiels au sens de la discussion que l'on a là, et ce n'est peut-être pas l'essentiel sur le luxe également, je suis provocateur également, mais travailler avec des alternants ou sur le logement des alternants, on le fait dans des régions importantes. Et puis, on travaille avec des collectivités sur la réflexion des besoins de logement. Nous investissons là où il y a des besoins qui sont recensés. Et si l'employeur ou si la région ne souhaite pas s'occuper du sujet, on ne va pas leur forcer la main, la région ou le territoire. Donc aujourd'hui, la loi, ou demain la loi nous permettra peut-être plus, mais on reste sur un régime de bonne volonté. Il faut ménager aussi bien les bénéficiaires du DALO, les victimes de violences conjugales et ce sujet de travailleurs essentiels.
À quoi on pourrait rajouter aussi le sujet d'emplois à pourvoir rapidement et qui ne sont peut-être pas essentiels, mais qui ne sont pas pourvus, les emplois en tension. Donc, on se retrouve avec 4 publics prioritaires et on voit dans les questions la problématique de cette discrimination positive finalement. Hein, et choisir ses préférés, mais choisir ses renoncés également. Donc aujourd'hui, Action Logement a tous les outils pour identifier ces publics, pour accompagner ceux qui le souhaitent, à prioriser ces publics. Et dès mars, nous allons, avec notre filiale INLI, la région Île-de-France, travailler sur des priorisations de publics plutôt hospitaliers du secteur privé pour concrétiser ces réflexions et arriver à ce que, par exemple, la Caisse des dépôts initie aussi sur la région de Bordeaux. Merci à vous, Olivier. Une multitude aussi d'informations hein, dans le chat. J'y renvoie, vous aviez répondu vous-même. On peut retrouver sur actionlogement.fr l'ensemble des aides et dispositifs, notamment en direction des propriétaires hein, qui mettent à disposition des salariés, des travailleurs, que ce soit une chambre, que ce soit leur logement, et là il y a des choses qui sont mises en place. Donc vous avez renvoyé très justement un certain nombre de personnes en direction du site qui est très bien fait, où on peut retrouver, y compris dans une déclinaison locale et les directions régionales, les détails de mise en œuvre. Il y a aussi cet élément par rapport à une question posée, mais tout le monde ne regarde pas les questions, peut-être pas les réponses non plus, mais c'est très intéressant à la question s'étant quantifiée parmi les 1,8 million de salariés essentiels franciliens, la part de ceux qui sont mal logés. Je remercie Jules Mathieu de nous donner le lien hein, qui est disponible ici, d'autant que c'est en Calaméo, donc ça apparaît pas tout de suite dans le référencement Google à la première page, donc c'est assez précieux. C'est une étude réalisée en 2021 à la demande de la Fédération des offices HLM hein, qui tente de documenter la situation des travailleurs essentiels franciliens au regard de la distance domicile-travail. C'est à retrouver sur ce lien. Je me tourne vers vous, Stéphane Mouty, puis Jules Mathieu, et puis une dernière question à chacune et chacun d'entre vous en guise de conclusion. Stéphane Mouty, on peut se poser la question sur quand même la Poste. On se dit, pour un public averti, mais pas tant que ça, bon, quand même, la Poste est un opérateur, grande tradition de dialogue, évidemment, avec les pouvoirs publics au niveau national, au niveau local, des bailleurs issus de la Poste, grands bailleurs sociaux. Comment aujourd'hui, déjà dans votre écosystème proche de la grande famille La Poste, vous arrivez à mener des choses assez concrètes. Un exemple, vous décidez de la création d'un grand centre de tri, 300-400 salariés sont nécessaires, il n'y a pas de logement. Comment vous allez faire concrètement ? Comment vous allez décider de mettre en œuvre les choses, les discours avec la collectivité, la mobilisation, j'aime pas le terme de bailleur maison, mais comment ça se passe au quotidien ? Tout d'abord, nous nous adressons aux responsables RH de proximité. Lorsqu'il y a un centre industriel qui évolue, bien souvent, il y en avait peut-être quelques kilomètres de ce nouveau centre. Nous avons une modernisation, une adaptation de notre outil industriel. Et dans ces cas-là, on se doit d'accompagner la mobilité de nos collaborateurs. Et donc, en amont, je dirais, de l'installation de ce site, et les RH et les assistants sociaux s'adressent à l'ensemble des populations qui vont être, je dirais, amenées à bouger dans le cadre de cette relocalisation. Elle peut se faire à quelques kilomètres, voire un peu plus loin, mais voilà, vu nos besoins, on est quand même sur des déplacements assez minimes. Donc, on anticipe avec les RH. Bien sûr, tous nos partenaires sociaux sont invités à se rapprocher de leurs adhérents pour que nous puissions trouver une solution à chaque, je dirais, à chaque situation personnelle. Si bien sûr, la personne veut bouger. Parce que là encore, il faut aussi tenir compte du conjoint qui travaille à proximité et on n'a pas je dirais, de déplacement à gérer et la situation des enfants. Donc, nous nous adaptons, nous anticipons
Et puis, dès lors qu'il y a des besoins, effectivement, nous avons notre filiale HLM Toit et Joie, mais on le sait bien, dès lors qu'on fait une demande de construction, bien souvent, il faut 2-3 ans pour construire des logements sociaux, plus je dirais, le suivi des demandes. Donc, nous sommes vraiment dans une optique de travailler avec les partenaires, dans un premier temps, qui pourraient avoir des logements à disposition. On va aussi s'adresser je dirais, à Action Logement, qui dispose d'une équipe pour nous accompagner dans cette quête de mobilité. Et l'idée, c'est de faire du cas par cas. Merci beaucoup Stéphane. Je vous propose un tour de conclusion, commençant par vous, Jules Mathieu, et merci encore pour votre capacité et votre présence sur les réponses en direct, notamment beaucoup d'éléments sur les données disponibles, comme vous avez pu le voir, comme quoi il y a beaucoup de débats autour de cette notion de travailleur essentiel, mais comme a l'habitude de le faire le PUCA sur un certain nombre de sujets. On l'a vu la dernière fois sur la question de la logistique urbaine, cette incapacité qu'avaient les politiques publiques aujourd'hui à avoir des états des lieux très concrets, ce ne serait-ce que sur les points relais. Et on voit là encore, on parle beaucoup des travailleurs essentiels, mais avec qui ne sont pas encore véritablement, clairement disponibles, établies, et des études, lorsqu'elles existent, qui sont quand même tout à fait récentes. Donc la question que j'ai envie de vous poser à chacune et chacun d'entre vous, en guise de conclusion, et je vais commencer par vous, Jules Mathieu, puisque vous avez ouvert le bal, avec cette très bonne introduction et ce rappel des définitions et pas seulement des expériences étrangères. Jules Mathieu, pour vous, quelles sont les 1-2 mesures, c'est la même question que je pose aux autres, donc je ne la reposerai pas, si vous en êtes d'accord, que peut-être les pouvoirs publics, que la puissance publique au niveau national et au niveau local devraient prendre afin d'apporter quand même un changement d'échelle dans la réponse à cet enjeu primordial des travailleurs essentiels. Alors, pour ma part, je ne vais pas parler d'une mesure opérationnelle, mais en prêchant peut-être un peu pour ma paroisse sur la nécessité de continuer à produire des connaissances sur ce sujet qui est assez nouveau en matière de production de connaissances. Il y a une multitude d'initiatives qui a surgi avec le démarrage de la crise sanitaire sur lesquelles on manque aujourd'hui de recul, dont il est difficile d'apprécier l'ampleur ou les impacts. On est plutôt dans un stade où on peut en faire une sorte d'inventaire à la Prévert, mais sans vraiment pouvoir en évaluer l'efficacité. Donc je pense qu'il y a déjà un premier enjeu, et ce serait la mesure que je mettrai en avant, qui consiste à donner à voir ces initiatives qui ont le mérite d'être déjà là, déjà existantes, déjà financées, et de tenter d'en mesurer les effets, mais aussi les limites éventuelles, afin de voir dans quelle mesure on peut déjà tenter, dans certains cas, de corriger le tir et d'ajuster leur modalité. Ah. Razi, ton micro. Toutes mes excuses. Sébastien Gorlin, je me tourne vers vous. Peut-être un peu particulier de vous poser ce type de questions à vous, mais témoin privilégié et en première ligne de la mise en place et de la décision qui accompagne les politiques publiques. Peut-être non pas vous demander ce qu'il faudrait mettre en place, mais peut-être quelle est la grande tendance et ce vers quoi va un petit peu la déclinaison de la décision politique et publique à destination de cet enjeu? Comment vous voyez les choses et comment vous voyez un petit peu les acteurs locaux réagir? Comment peut-être dans le cadre réglementaire et législatif nouveau, on va peut-être d'ici 2-3 ans avoir des choses un peu stabilisées? Non, mais c'est effectivement, enfin, disons que depuis quelques années, la tendance, effectivement, c'est de donner une forte responsabilité aux intercommunalités en matière de logement, notamment d'attribution de logement. Donc, la loi Allure, la loi LEC, égalité, citoyenneté, la loi Élan, maintenant le PJL 3DS avec la notion effectivement de différenciation et de décentralisation. Donc, je crois effectivement que
la mise en place en fait de toutes ces réformes en matière d'attribution de logement. Alors là, on parle des travailleurs essentiels, mais effectivement, ce sera au niveau des territoires, au niveau des EPCI que c'est en train de se passer. Les intercommunalités s'emparent commencent à s'emparer de la réforme des attributions, notamment elles mettent en place un système de cotation de logements sociaux pour effectivement renforcer la transparence dans l'attribution des logements. Donc, comme vous le dites assez bien, je pense que je dirais les réalités en matière de logement, d'attribution de logement vis-à-vis de certains publics vont se mettre effectivement en place au sein des intercommunalités en lien avec les bailleurs et bien évidemment les réservataires, les grands réservataires. Donc voilà, les grandes tendances sont plutôt celles-là. Merci à vous Sébastien, merci. Olivier Barra, on a vu beaucoup de dynamique ces dernières années à travers l'expression, à travers l'action d'Action Logement. Il y a eu le plan d'investissement volontaire, la mobilisation dans le cadre de Cœur de Ville, hein, comme partenaire privilégié de cette politique publique qui rejoint, on le voit dans certaines conventions qui sont signées avec les élus. On dit voilà, il va y avoir besoin d'un cabinet médical, là on va avoir besoin de l'installation de logistique urbaine, donc il faut prévoir, il faut anticiper que sur la livraison de logements, on puisse... Donc il y a toute une réflexion là-dessus, peut-être pour Action Logement, le sujet, avant même le débat qui a pris de la force avec cette triste actualité de la Covid, quel serait votre principal message vis-à-vis des pouvoirs publics, du pouvoir public concernant les travailleurs essentiels? Il faut nous donner des orientations claires. On a besoin d'orientations claires. On va arriver à une période charnière à la fois avec des élections cette année et la fin de la feuille de route quinquennale d'Action Logement et donc s'ouvrir sur un nouveau programme quinquennal à partir de 2023. Action Logement a montré son dynamisme aussi bien sur, comme vous le dites, l'investissement volontaire ou l'accompagnement de la relance. On mobilise du parc privé avec l'offre louée Pôle emploi que vous sous-entendiez tout à l'heure, mais on intervient, comme vous le dites, dans l'Action Cœur de Ville. On intervient également sur la transformation de bureaux en logement. Donc, on est sur beaucoup de fronts pour fournir du logement, pour contribuer à une offre de logement. Reste le sujet de ces logements pour qui. Et donc, les intercommunalités doivent avoir aussi des orientations claires ou comprendre qu'on ait des définitions partagées, finalement, de savoir de quoi on parle et qu'il n'y ait pas de discrimination négative sur ce territoire pour permettre aux travailleurs clés de trouver un logement. Ils ont un emploi, qu'on leur facilite la vie parce qu'ils facilitent la nôtre. Voilà. Donc, ayons des orientations claires et nous maintiendrons notre dynamisme comme nous l'avons déjà démontré. Merci à vous, Olivier Barra, même si on sait que on est aussi quelquefois dans des cadres macro, il y a de délimitation des pouvoirs publics, notamment peut-être on y reviendra dans un prochain webinaire avec justement ces travailleurs essentiels qui quelquefois gagnent trop pour être éligibles au logement social, mais pas assez pour devenir propriétaires. Et là, on est vraiment sur une logique de structure économique, entre guillemets, ou en tout cas de structure du marché du logement dans notre pays, qui là aussi relève d'autres sujets. Pour finir et pour conclure, je propose à Stéphane et Anne de répondre à cette question. Quelles mesures vous seriez en droit d'attendre? Quelle est celle que vous appelleriez de vos voeux? Et puis Stéphane et Anne, pour conclure, avant de donner la parole à Hélène et vous donner rendez-vous à très bientôt. Stéphane. Oui, donc ce qui est important pour nous, c'est la notion d'équilibre dans les attributions de logements pour tout type de demandeurs et que nous puissions avoir une place pour chaque, je dirais, typologie, qu'elle soit issue, je dirais, de demandes sociales, je dirais,
si on a un demandeur qui est en difficulté, bien sûr qu'il faut le privilégier, mais ne pas exclure non plus les travailleurs essentiels. Et même si nous contribuons à Action Logement, l'idée c'est d'avoir une place et de garder, je dirais à chaque fois, une quote-part pour les travailleurs essentiels qui vont fournir ce travail de proximité. N'oublions pas que la Poste est une entreprise de proximité et qu'elle est là pour servir un maximum, je dirais, de nos concitoyens, y compris les personnes âgées, par le biais de portage de repas, par le biais de passages réguliers. Mais nous avons un tas d'autres entreprises qui ont ces mêmes missions de proximité. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir une place. Je ne dirais pas une place prépondérante, parce qu'il faut un équilibre, mais que nous soyons considérés dans un équilibre au sein des Caléoles pour avoir je dirais ne pas avoir un système d'exclusion, soit au détriment des travailleurs essentiels, soit au détriment des personnes qui sont en situation de fragilité. Donc, voilà, je milite pour un grand équilibre. Merci à vous, Stéphane. Merci pour votre disponibilité, ces éléments précieux. Anne, pour conclure, pour ce qui est des intervenants, et Hélène Peskin, secrétaire permanente du PUCA, pour le dernier mot. La parole est à vous, Anne. Merci beaucoup. Je constate surtout que la question que vous avez posée, c'était quelle réponse apporter au logement des travailleurs essentiels, et vous avez mis cette question au pluriel. Et donc, moi, je pense que la réponse, elle est plurielle. Le groupe CDC Habitat gère 525 000 logements et nous sommes bailleurs sociaux avec plus de 200 000 logements gérés. Mais nous pensons que la réponse, elle n'est pas unique, qu'il faut à côté, et vous venez, Razi Hamadi, vous venez de le dire parfaitement, il y a des gens qui ont un revenu légèrement supérieur pour ne pas être dans du logement social et qui ne peuvent pas être dans du logement libre. Donc, en fait, moi, je plaide pour la multiplicité des réponses avec du logement social, du logement intermédiaire, du logement abordable, de l'accession sociale à la propriété et de l'accession différée. Donc, vous avez posé une excellente question et donc la réponse, elle est multiple et c'est comme ça qu'on arrivera à répondre à la totalité des sollicitations des travailleurs essentiels. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Hélène, en guise de conclusion. Oui, merci encore à tous ceux qui nous ont écoutés. On a un peu dépassé l'horaire, donc il ne faut pas qu'on soit trop long, sinon on perd du public et c'est dommage parce qu'on se dit toujours des choses très, très intéressantes et riches dans ces webinaires. Quelques mots de conclusion, en remerciant encore chaleureusement nos intervenants et leur regard croisé et diversifié. On voit bien que l'entrée territoriale est fondamentale, à la fois parce que c'est aujourd'hui cette échelle intercommunale le lieu de la réflexion un peu stratégique sur l'adéquation entre offre et demande, réponse aux besoins des habitants, mais aussi réponse aux besoins des acteurs économiques, on l'a vu, et l'exemple britannique est intéressant parce qu'on voit que c'est aussi une question d'un... Je suis le seul à avoir un problème sur le son et la vidéo d'Hélène. Eh bien, écoutez, ça n'est pas grave, puisque je sais qu'elle va nous retrouver incessamment sous peu. J'en profite pour dire à toutes celles et ceux qui nous suivent et nous écoutent, ils sont encore un peu plus d'une centaine, que vous aurez le compte-rendu évidemment en accès libre sur Newstank Cities, cities.newstank.fr. Les prochains rendez-vous avec le PUCA et Hélène Peskin qui vient de se reconnecter avec nous. Voilà, je suis confuse. Je vous donne tout de suite le rendez-vous parce que le temps file. Donc, 9 février prochain, notre prochaine séance portera sur les politiques publiques en faveur des activités productives en ville et notamment avec une séance dédiée au territoire lyonnais, Lyon Métropole Fabricante, une recherche qui est dédiée et d'ailleurs cofinancée par la métropole de Lyon à cette question et aux tensions notamment qui existent entre la volonté de maintenir des activités productives et des emplois populaires dans la métropole avec les exigences environnementales. Ça ne
ne vous surprendra pas. Il s'agit du zéro artificialisation, mais pas seulement, bien de toutes les nuisances, ou en tout cas les contraintes qui sont liées à l'activité industrielle dans les territoires, et donc la question un peu de l'atterrissage et des injonctions contradictoires qui peuvent se faire jour dans ces politiques publiques qui pourtant sont toutes d'intérêt collectif. Et c'était bien, pour conclure, le sens de ce webinaire aujourd'hui que de faire le lien entre ces activités, le souhait territorial politique de la mixité sociale qui se traduit par le maintien d'emplois populaires et la difficulté à loger les employés de ces emplois populaires, encore une fois, qu'ils soient du service public, ça a été vu, ou d'activité privée, puisque c'est aussi un enjeu d'attractivité économique et d'intérêt économique pour les entreprises que de maintenir, retenir et de donner des conditions de vie acceptables à leurs salariés. Ça a été largement dit ce matin. J'ai trouvé aussi que c'était une vraie ode à la différenciation, ce débat, à la fois le logement vu depuis le territoire, mais aussi la caractérisation des besoins. Et l'exemple britannique montre aussi que selon les territoires, selon l'histoire et parfois la géographie des territoires, les besoins employés ne sont pas les mêmes. Et donc, c'est assez logique, finalement, qu'on retrouve dans la loi sur la différenciation cette question du travailleur essentiel. Elle doit être regardée aussi au regard des caractéristiques du territoire, grande ville, ville moyenne, petite ville, et ça a été beaucoup débattu dans notre chat. Donc, encore un grand merci à tous. Je vous donne rendez-vous le 9 février et nous serons tout à fait en capacité de diffuser des travaux, des fiches, d'exemples, puisqu'on nous a demandé de capitaliser autant que possible les expérimentations réussies au travers de la plateforme de Ville Productive du PUCA et de son centre de ressources. Et j'espère aussi, grâce au partenariat avec Newstank, dans d'autres lieux ou scènes de diffusion médiatique avec grand plaisir. Voilà, merci encore et bonne fin de journée. Merci. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Bonne journée à tous.